La Terre, notre vaisseau spatial. Bienvenue à bord pour ce voyage d'1 an autour du Soleil. Cette semaine, c'est l'équinoxe, le début du printemps. Nous ressentons notre périple autour du Soleil grâce aux saisons. Hiver, printemps, été, automne, de nouveau hiver. Comme son axe est incliné, la Terre se présente au Soleil sous des angles différents. Quand la Terre est ici, le Soleil, à midi, est à la verticale de l'hémisphère sud. Là-bas, c'est l'été. Alors que la plus grande partie de la journée, l'hémisphère nord est à l'ombre. C'est l'hiver. Puis, au fur et à mesure que la Terre avance sur son orbite, la ligne où le Soleil tape à la verticale monte vers l'équateur. L'équinoxe, c'est le jour où le Soleil est à la verticale de l'équateur. Le nord et le sud en profitent équitablement. Pour l'hémisphère nord, le printemps commence. Comme la Terre continue son périple, la ligne où le Soleil tape à la verticale monte encore vers le nord. Et là, au mois de juin-juillet, l'hémisphère nord sera tourné vers le Soleil. Les rayons nous arriveront sous un angle plus direct, ce sera l'été, on aura chaud. Puis notre voyage continuera, le Soleil redescendra vers l'équateur, le croisera à l'équinoxe d'automne, le 23 septembre, cette fois pour retourner sous l'équateur, ce sera l'hiver. Mais actuellement, le Soleil est sur l'équateur, le printemps commence. C'est à cette époque d'équinoxe que se produisent les grandes marées. L'attraction de la Lune attire l'eau des océans. Si la Lune est en position de demi-lune, cette force d'attraction agit dans cette direction. Tandis que l'attraction du Soleil agit dans une autre direction. Ces deux forces divergentes ne provoquent que de petites marées. Par contre, si la Lune est alignée avec le Soleil, leurs forces d'attraction s'additionnent, se conjuguent et provoquent des marées plus fortes. Le jour de l'équinoxe, le Soleil parfaitement vertical par rapport à l'équateur vient ajouter sa force d'attraction à la force centrifuge de la Terre. Et c'est comme cela que se produisent les grandes marées d'équinoxe. Un autre facteur est important pour les marées, la distance de la Lune. L'orbite de la Lune est une ellipse. Parfois la Lune est loin, parfois elle est proche. Plus la Lune est proche, plus la marée est forte. Parfois, les plus fortes marées n'arrivent pas au moment de l'équinoxe, mais les jours où la Lune était au plus près de la Terre. Si l'on regarde le Soleil au point équinoxe, le jour du printemps, il apparaît face à la constellation des Poissons. L'axe de la Terre au cours des millénaires décrit un cercle, change un peu d'inclinaison. L'équateur évidemment change également d'inclinaison, très lentement. Mais si l'équateur change d'inclinaison, le jour de l'équinoxe changera également, puisqu'il y a équinoxe quand le Soleil se trouve à la verticale de l'équateur. Depuis 3000 ans, le jour de l'équinoxe, le Soleil se trouvait devant la constellation des Poissons. Actuellement, il se trouve à la limite de cette constellation. Peu à peu, au cours des siècles à venir, le Soleil au jour de l'équinoxe ne sera plus en Poisson, mais en Verseau. Voilà pourquoi on entend parler d'un début de l'ère du Verseau. Les astronomes appellent ça la précession des équinoxes, le glissement très lent du Soleil des Poissons vers le Verseau. Quand nous parlons des Poissons et du Verseau, ce sont les constellations, les groupes d'étoiles, pas les signes astrologiques. Les astrologues n'ont pas réajusté leurs signes à ce glissement de l'équinoxe. Au cours des millénaires, les signes astrologiques se sont décalés par rapport aux étoiles. Tous les 2 ans environ, la Terre dépasse Mars, la planète rouge, qui circule sur l'orbite voisine extérieure. La Terre sur l'orbite intérieure, plus rapide que Mars, le double tous les 2 ans. Pendant cette manœuvre de dépassement, la Terre glisse peu à peu entre Soleil et Mars.
Soleil, Terre et Mars sont alignés. Tous les 2 ans, Mars est donc en opposition avec le Soleil. Ça veut dire que vu de la Terre, au moment où le Soleil se couche à l'ouest, Mars se lève à l'est. Vers minuit, on peut trouver Mars un peu plus jaune que les étoiles en regardant plein sud. Quand la Terre rejoint l'axe Mars-Soleil, Mars est en face du Soleil. À midi, le Soleil est plein sud. Et à minuit, c'est Mars qui est plein sud. Mars est la seule planète où des astronautes pourraient marcher dans un proche avenir. Des sondes s'y sont posées en 1976 et en 1997 pour prélever des échantillons et les analyser. Actuellement, d'autres sondes sont en route vers Mars. Chaque mois, la Lune s'aligne avec Mars. Quand cette conjonction est visible le soir, c'est facile de repérer Mars, juste à côté de la Lune. Pendant que nous voyageons autour du Soleil, nous oublions que la Terre traîne avec elle une énorme colonne d'ombre de 12 000 km de large. Pourtant, nous devrions y penser, car chaque soir, quand le Soleil se couche, nous entrons dans cette ombre pour y passer la nuit. Pendant une éclipse lunaire, qui se produit toujours à la pleine Lune, nous pouvons enfin voir l'ombre de la Terre. Elle se projette sur la Lune et l'obscurcit. Les éclipses lunaires, totales ou partielles, se produisent 2 semaines avant ou après une éclipse solaire. Pour les éclipses du Soleil, la zone de totalité est très étroite et l'éclipse ne dure que quelques minutes. Par contre, 2 semaines plus tard, quand la Lune se situe exactement en face du Soleil et plonge dans l'ombre de la Terre, l'éclipse dure des heures, car l'ombre de la Terre est plus large que la Lune. Toute la moitié nuit de la Terre peut profiter de l'éclipse lunaire. Si la Lune est entièrement dans l'ombre de la Terre, la face de la pleine Lune va prendre une couleur rose-mauve. Les rayons du Soleil qui traversent notre atmosphère donnent à la Lune des couleurs de soleil couchant. Les éclipses de la Lune se produisent 2 semaines avant ou après les éclipses du Soleil. Après avoir éclipsé le Soleil, la Lune tourne autour de la Terre. 2 semaines plus tard, elle s'approche de l'ombre de la Terre et la traverse. L'ombre de la Terre se projette sur la pleine Lune et la transforme en croissant. Dans l'Antiquité, au cours d'une éclipse, Aristote remarqua la courbe que forme la zone d'ombre sur la Lune. C'était la preuve qu'il cherchait. Seul un énorme objet rond pouvait projeter sur la Lune une ombre ronde. La Terre était bien ronde. Au cours de l'éclipse, l'ombre de la Terre progresse, la Lune s'obscurcit, mais en même temps, elle prend des couleurs étranges. C'est à cause des rayons du Soleil qui traversent l'atmosphère de la Terre, comme au coucher du Soleil. Des astronautes qui se trouveraient sur la Lune pendant l'éclipse pourraient voir ce coucher du Soleil, suivi peu de temps après par un lever du Soleil. La prochaine pleine Lune ne traversera pas l'ombre de la Terre. La Lune passera un peu au-dessus. Il n'y a que 2 éclipses de Lune par an. La prochaine, dans 6 mois. Le 20 mars, c'était le début du printemps. Parfois, le printemps commence le 21 mars, et non pas le 20. Pourquoi ce retard? Le 20 mars à midi, la Terre est arrivée au point printemps. Mais comme sa rotation journalière n'est pas synchronisée avec son grand périple annuel, voilà ce qui se passera 1 an plus tard. Le 20 mars à midi, la Terre ne sera pas encore arrivée au point printemps. Il lui manquera 6 heures. La Terre arrivera au point printemps à 18 heures. Le printemps ne commencera officiellement que le soir à 18 heures.
L'année d'après, le printemps commencera encore 6 heures plus tard. Ce sera à minuit, entre le 20 et le 21 mars. Et la 3e année, le printemps commencera encore 6 heures plus tard. Ça y est, cette fois on est passé au matin du 21 mars. Si on continuait comme ça, le début du printemps se décalerait de plus en plus. C'est l'année bissextile qui nous sauve. On ajoute le fameux 29 février. En ajoutant un jour à l'hiver, on évite que la Terre empiète d'un jour sur le printemps. Tous les 4 ans, l'année qui précède l'année bissextile, le printemps commence le 21 mars, les autres années, c'est le 20 mars. C'est le début du printemps. Bientôt ce sera Pâques. Mais chaque année, la date de Pâques est différente. La tradition chrétienne a posé 3 conditions. Pâques se fête après le passage de la ligne de printemps, après la première pleine lune de printemps, toujours le dimanche. Ce sont les caprices du couple Terre-Lune qui déterminent la date de Pâques. D'ailleurs, les voici qui s'approchent de la ligne de printemps. La Terre passe la ligne, première condition. Mais la Lune n'est pas encore tout à fait pleine. Quatre jours plus tard, c'est la pleine Lune, deuxième condition. Mais c'est un lundi, et pour Pâques, il faut un dimanche. Pâques sera donc le dimanche prochain. Une autre année, quand le couple Terre-Lune traverse la ligne de printemps, la Lune n'est que demi-lune. Cette position va donner une Pâques assez tardive. La Lune devra presque faire un tour complet pour être pleine. Ça va prendre 3 semaines. Oui, mais là, c'est un samedi. Ça va aller vite car le lendemain, c'est un dimanche, c'est Pâques. Toujours le dimanche après la première pleine lune de printemps. En indiquant l'heure, nos montres nous donnent la position de la Terre par rapport au Soleil. En principe, quand le Soleil passe le méridien de Paris, il est midi à Paris. La Terre fait un tour complet en 24 heures. Toutes les heures, elle présente au Soleil une autre tranche. La Terre est donc divisée en 24 fuseaux horaires. Il est midi à Prague, le Soleil est sur Prague. 1 heure après, il sera midi à Paris. 1 heure après, il sera midi à Lisbonne, au Portugal. 2 heures après, il sera midi au Brésil et aussi au Groenland. Encore 2 heures plus tard, il sera midi à New York. Mais pour faciliter les communications entre pays voisins, les fuseaux horaires naturels ont été élargis en fuseaux horaires artificiels. Madrid et Prague se retrouvent dans le même fuseau horaire alors qu'ils sont distants de 2000 km. À midi, le Soleil passe le méridien de Prague où les horloges indiquent midi. Tout est normal. Mais le Soleil met 1 heure pour arriver sur le méridien de Paris. Et là, les montres des Parisiens n'indiquent pas midi, mais presque 13 heures, l'heure de Prague. Les Français vivent à l'heure de Prague. Ce week-end, dans la nuit de samedi à dimanche, on passe en heure d'été. On va avancer nos montres d'1 heure. Le Soleil se lèvera 1 heure plus tard. La Terre est divisée en 24 fuseaux horaires. En passant à l'heure d'été, nous nous glissons en quelque sorte dans le fuseau horaire de nos voisins à l'Est. Dans une grande partie de l'Europe, nous sommes déjà décalés d'1 heure, avant même de passer à l'heure d'été. Car pour faciliter les communications, on a remplacé l'heure locale réelle, qui correspond à la position du Soleil, par une zone d'heure légale qui correspond à l'heure locale de Prague. À Madrid, Paris et Varsovie, les montres indiquent la même heure, alors que ces 3 villes sont situées dans 3 fuseaux horaires différents. En réglant nos montres sur l'heure d'été, nos horaires vont se décaler d'1 heure de plus vers l'Est. Les Anglais vivront à l'heure de Prague, les Parisiens à l'heure d'Istanbul. Le Soleil passera le méridien d'Istanbul à midi pile, et quand le Soleil arrivera sur Paris, il sera 14 heures,
lors d'Istanbul. La Terre n'aura rien changé à sa rotation, tout ce qui change, c'est notre manière de gérer le temps. En ce moment, nous nous éloignons du point printemps. Et nous faisons route vers le solstice, le début de l'été. Nous y serons dans 12 semaines. Bientôt, ce sera la conjonction annuelle Terre-Soleil-Saturne. En 1997, Vénus arrive dans le même alignement. Cette triple conjonction est invisible. Tout se passe derrière le Soleil. Mais vous pourrez la voir ici, sur votre écran. Début 97, on voyait Vénus le matin, à droite du Soleil. En 3 mois, Vénus, proche du Soleil, plus rapide que nous sur son orbite, a fait tout ce trajet et se glisse derrière le Soleil. En début d'année, la Terre était ici et on voyait Saturne le soir à gauche du Soleil. Dans ces 3 derniers mois, Saturne n'a presque pas bougé. Mais nous avons parcouru le quart de notre orbite. Et voilà, on ne peut plus voir Saturne, qui est en alignement derrière le Soleil. C'est caché par le Soleil qu'il traverse le ciel. Voici comment le balai planétaire nous amène à la triple conjonction. Vénus nous a dépassés. Saturne n'a fait qu'un petit bout de chemin, mais comme en même temps la Terre s'est déplacée, tout le monde se retrouve aligné. Saturne, Vénus, le Soleil et la Terre. La lumière du Soleil ne met que 8 minutes pour arriver jusqu'à nous. Le Soleil et les planètes sont tout près de nous, c'est notre voisinage. Avec les étoiles, c'est une autre histoire. Prenons par exemple Orion, une des grandes constellations visibles malgré la pollution lumineuse des villes qui fait disparaître la plupart des étoiles. Orion est composé de 8 étoiles principales. Imaginons qu'on regarde Orion non pas de la Terre, mais d'un autre endroit de l'univers. Là, on voit que ces 8 étoiles se trouvent à des distances très différentes. La lumière qui nous parvient aujourd'hui de ces étoiles est partie de là-bas à des siècles différents. Nous montrant des étoiles au temps de nos grands-pères, d'autres à l'époque de Charlemagne, ce sont des images venant de siècles différents qui se superposent et qui forment l'image d'Orion. Les étoiles et les galaxies, très lointaines, vous les voyez comme en différé, en images décalées dans le temps. Alors que notre système solaire, vous le voyez en direct et en réel. Et maintenant ? Fin mars 97, la comète Hale-Bopp a survolé le Soleil et la Terre. Peut-être est-ce une nouvelle comète qui nous visite pour la première fois, peut-être est-elle déjà passée près de nous il y a 3000 ans. La brillance des comètes est imprévisible. Les comètes sont moins fiables que nos voisines les planètes, dont nous savons exactement où elles sont aujourd'hui et où elles seront dans l'avenir. Les planètes circulent sur des orbites en forme d'ellipse qui sont presque des cercles. Les comètes font également le tour du Soleil, mais sur des orbites excentriques, en forme d'ellipse allongée. On compare les comètes à des boules de glace et de poussière. En s'approchant du Soleil, elles se réchauffent et elles éjectent d'énormes quantités de gaz et de poussière. Illuminées par le Soleil, ces matières éjectées forment la queue de la comète qui s'étire dans le ciel toujours du côté opposé au Soleil. Mais il est difficile de prédire combien de gaz la comète va éjecter, donc de savoir si elle sera plus ou moins visible. La comète Hale-Bopp vient de survoler le Soleil. Elle s'éloignera si loin qu'elle mettra environ 3000 ans avant de revenir près du Soleil. On pense que les comètes se sont formées en même temps que la Terre et les planètes, il y a 4,5 milliards d'années, dans la région des orbites de Saturne et d'Uranus. Ce sont des boules de glace et de poussière
qui ne se serait collé ni aux planètes, ni par exemple aux anneaux de Saturne. Puis les planètes géantes Jupiter et Saturne ont provoqué pas mal de perturbations et ces boules de neige sales ont été éjectées aux limites du système solaire, vers cette bulle lointaine appelée le nuage d'Oort, qui contient des milliards de noyaux de comètes. Ici, on est tellement éloigné du Soleil que sa force d'attraction n'agit presque plus. Il suffit d'une faible impulsion pour renvoyer une de ces boules vers l'intérieur du système solaire. Après un voyage de quelques millénaires, voici une nouvelle comète qui s'illumine à son passage près du Soleil et qui, au cours des prochains millénaires, retournera vers la banlieue du système solaire. Mais parfois, une comète est captée par une planète géante, comme Jupiter. Et là, c'est la fin de la comète. Il existe une comète que nous connaissons depuis longtemps. C'est la comète Halley. Elle passe près du Soleil et de la Terre tous les 76 ans. Puis elle s'éloigne au-delà de l'orbite de Neptune. Ces passages nous donnent l'histoire en accéléré. 3 siècles avant Jésus-Christ, la comète est observée par les astronomes chinois. 11e siècle, elle brille pour Guillaume le Conquérant qui s'embarque pour l'Angleterre. 14e siècle, la comète inspire le peintre Giotto. À chaque passage, on observe la comète, mais on ne sait pas que c'est toujours la même. Au XVIIe siècle, l'astronome Edmond Halley calcule la prochaine apparition. C'est pour dans 76 ans. Trop tard pour lui. Mais quand la comète réapparaît, ses élèves se souviennent et lui donnent le nom de Halley. Depuis, la comète n'a fait que 4 tours. Cela nous donne la mesure de notre système solaire. Les 76 ans que met Halley pour parcourir son orbite, c'est à peu près notre espérance de vie. Les plus jeunes d'entre vous verront passer la comète Halley en 2062. Mais attention, d'autres comètes ne passeront pas si loin. Elles vont même croiser l'orbite de la Terre. Nous avons passé le point équinoxe et nous allons vers le solstice d'été, le jour le plus long. Les rayons du soleil nous arrivent à un angle de plus en plus droit. Il fait de plus en plus chaud. Au fur et à mesure que la Terre se penche vers le soleil, nous voyons le soleil passer plus haut dans le ciel. Sa trajectoire s'allonge. Les jours s'allongent. Si votre fenêtre donne à l'est, prenez un repère le matin. Vous verrez que tous les jours, le soleil se lève un peu plus à gauche. Et à l'ouest, chaque soir, le soleil se couchera un peu plus à droite. Si votre fenêtre donne sur le nord, prenez un repère à midi. Demain, l'ombre sur la façade de l'immeuble en face passera un peu plus bas qu'aujourd'hui. Et vers le sud, faites un repère sur le sol. À midi, la ligne entre ombre et soleil se rapprochera tous les jours un peu plus de la fenêtre. Tous ces petits trucs nous montrent le grand mouvement de la Terre qui se penche chaque jour un peu plus vers le soleil. En avril 1997, la comète Hale-Bopp a survolé la Terre et le Soleil. Sa trajectoire est un angle droit par rapport au plan des planètes. Elle circule donc bien au-dessus du Soleil. Vu de la Terre, voilà ce que ça donne. Après le coucher du Soleil, la comète se trouvait au-dessus de l'endroit où le Soleil s'est couché. À peu près à la même hauteur que le croissant de la Lune. Ce qui rend une comète brillante et visible, ce sont les gaz qu'elle éjecte quand le Soleil la réchauffe. Ainsi, les comètes peuvent nous servir de thermomètre volant qui nous permettent de voir où il fait chaud et où il fait froid dans notre système solaire. Tant qu'une comète est aussi loin que Saturne, son noyau est gelé. Pas de queue,
Pas de chevelure. Sur Saturne, il fait moins 200 degrés. La comète s'approche de Jupiter. Toujours pas de chevelure. Sur Jupiter, il fait moins 170 degrés. En arrivant dans la région de Mars, la comète se réchauffe. C'est là qu'elle commence à éjecter des gaz, à développer sa chevelure. Sur Mars, il fait moins 30 degrés côté Soleil. C'est en s'approchant encore du Soleil et de la Terre que la comète déploie pleinement sa chevelure. La Terre est le seul endroit dans le système solaire où la température est clémente, 17 degrés en moyenne. Puis la comète s'éloigne, son noyau gèle à nouveau, sa chevelure disparaît, on ne la voit plus. La Terre, seul endroit bien tempéré du système solaire. Seule planète où il y a de l'eau. Seul endroit qui permet la vie. La comète Hale-Bopp entame son retour vers les régions lointaines du système solaire. Alors qu'il y a parfois des comètes qui se font piéger. Par Jupiter par exemple, comme la célèbre petite comète Shoemaker-Levy qui en 1994 était passée trop près. Elle a été capturée par les énormes forces d'attraction de Jupiter et s'est mise à tourner autour de la planète géante sur une orbite en forme d'ellipse qui la faisait passer de plus en plus près. Le tiraillement des forces gravitationnelles finit par déchirer le noyau de la comète. Au tour suivant, ces fragments s'écrasèrent les uns après les autres sur l'épaisse atmosphère gazeuse de Jupiter, la première fois qu'un tel événement pouvait être photographié en direct. La comète Swift-Tuttle, qui revient environ tous les 130 ans. Elle passe si près de notre orbite que chaque mois d'août, la Terre traverse la traînée de débris que la queue de la comète a laissée sur son passage. La Terre fonce à 100 000 km/h dans ce nuage de météorites qui s'illumine en feu d'artifice d'étoiles filantes. Au dernier passage de la comète Swift-Tuttle, au XIXe siècle, les astronomes avaient calculé et prédit son retour. Mais les comètes ne sont pas tout à fait fiables. Et Swift-Tuttle nous est arrivé avec plusieurs années de retard, en novembre 1992. La comète a croisé notre trajectoire alors que nous, on était encore ici. Et ce n'est que 9 mois plus tard, vers le 12 août, que la Terre traverse la trace de la comète. Le prochain rendez-vous avec cette comète, c'est en 2126. Mais là, attention, c'est prévu pour le mois d'août, le 14 août. La Terre sera déjà toute proche. Elle passera cette espèce de carrefour comme chaque année le 12 août. Si la comète n'arrive que le 14, tout va bien. On sera passé avant la comète. Mais si elle a 2 ou 3 jours d'avance, vos arrière-arrière-petits-enfants risquent une rencontre très serrée. Deux ou 3 jours après la nouvelle lune, si le ciel est bien dégagé, et si vous êtes à l'abri des lumières de la ville, regardez bien la lune. Vous voyez le petit croissant que le soleil, sous l'horizon, continue à éclairer, et bien à gauche du croissant, dans une lumière faible, vous pouvez voir tout le disque lunaire, le cercle complet. D'où vient cette lumière cendrée? C'est le clair de terre. C'est la lumière que le Soleil projette sur la Terre, que la Terre reflète sur la Lune, et que la Lune finalement renvoie sur notre Terre, comme dans un jeu de billard agrandi des milliards de fois. La lumière qui vient du Soleil, qui frappe la Terre, qui rebondit vers la Lune, et qui est reflétée sur la Terre. Le moment où on voit le mieux le clair de terre, c'est toujours la 3e, 4e et 5e nuit après la nouvelle lune. La 6e nuit, la lune sera tellement lumineuse que la brillance du clair de lune évincera le faible clair de terre. La lune, dans son périple autour de la Terre, va quitter le secteur où la Terre reflète le maximum de lumière dans l'espace. Le clair de terre va peu à peu s'éteindre, pour réapparaître dans un mois.
Nous allons passer la Pâque grecque, la Pâque orthodoxe, déterminée par le calendrier julien, en retard de 13 jours sur le calendrier grégorien. Pourquoi ce décalage ? Le périple annuel de la Terre autour du Soleil est de 365 jours, un quart. Il faut donc rajouter un jour tous les 4 ans pour se recaler avec la réalité. C'est le fameux 29 février. C'est le calendrier de Jules César, le calendrier julien. Il ne dévie que de 2/3 de jour en un siècle. Imaginez la prouesse des astronomes de l'Antiquité. Sans télescope ni montre, au bout d'1 an, leur calendrier avait seulement 10 minutes d'avance. Cependant, au bout de 16 siècles, on avait accumulé un décalage de 10 jours. Le pape Grégoire XIII décréta donc d'éliminer ces 10 jours, et pour éviter que ce même décalage ne recommence, on décida de ne pas ajouter de jours bissextiles aux années de fin de siècle. C'est le calendrier grégorien, valable encore aujourd'hui. Dans les pays de religion orthodoxe, qui n'étaient pas sous l'autorité du pape, on a conservé les jours que le pape avait éliminés, donc 10 jours de décalage. Et ensuite, 1700, 1800, 1900, 3 fins de siècle, 3 jours de plus. Aujourd'hui, au XXe siècle, 13 jours de décalage. La Terre n'a rien changé à son périple annuel. S'il y a des calendriers différents, c'est que les hommes naviguent différemment dans le temps. Fin mars 97, la comète Hale-Bopp nous a survolés, puis a plongé vers le plan des planètes. Avant de s'éloigner, elle passe devant la constellation d'Orion. Orion, on a pu la voir au mois de février, vers 9h du soir, plein sud. Facile à reconnaître, la tête, les 2 mains, les 2 pieds, la ceinture. Et ce soir, plein sud, plus d'Orion. Pour la retrouver, il faut regarder plus à droite, vers le sud-ouest. Orion est un bon repère pour se rendre compte du voyage de la Terre. En 1 an, la Terre a fait le tour du Soleil. Un cercle complet, 360 degrés, donc 1 degré par jour. Tous les jours, à la même heure, nous regardons 1 degré plus à gauche et nous voyons les étoiles glisser d'1 degré vers la droite. La Terre continue son voyage. 2 mois sont passés. Pour retrouver Orion, il faut regarder à droite, vers le sud-ouest. Et dans 2 mois, quand la Terre aura encore avancé sur son orbite, Orion se trouvera derrière le Soleil. Évidemment, on ne pourra plus la voir. En 2 mois, Orion s'est déplacé vers la droite, mais en réalité, Orion n'a pas bougé. C'est la Terre qui a progressé dans son voyage autour du Soleil. Le passage de la comète Hale-Bopp nous a montré que le système solaire ne se limite pas aux planètes. Des astres inconnus peuvent surgir à tout moment, comme de nouvelles comètes ou des astéroïdes. Ce sont de petits astres qui forment la ceinture des astéroïdes, situés entre les orbites de Mars et de Jupiter. Comment se sont-ils formés ? Longtemps, on a considéré les astéroïdes comme les débris d'une planète qui aurait été détruite par une collision. Maintenant, on pense qu'il faut remonter à la naissance du système solaire. Les astéroïdes seraient les restes de matière interstellaire qui ne se sont pas agglomérés pour former des planètes et qui gravitent entre Mars et Jupiter. Des milliers d'astéroïdes circulent sur des orbites désordonnées et excentriques. Ce sont un peu les chauffards de l'espace. Le risque d'être heurté par une comète est vraiment minime. Celui d'une collision avec un astéroïde est plus grand. Il y en a de toutes les tailles. Des petits météorites qui s'enflamment dans l'atmosphère et se consument sans atteindre le sol, d'autres, grands comme des cailloux, qui tombent sur la Terre par milliers sans qu'il n'y ait jamais eu de victime. Un astéroïde de la taille d'un immeuble est tombé en 1908 en Sibérie, détruisant 2000 km² de forêt.
Mais il y en a qui sont plus gros encore, qui ont la taille d'une montagne ou d'une île. Des radars de plus en plus sophistiqués découvrent tous les jours de nouveaux astéroïdes géocroiseurs, des astéroïdes qui croisent l'orbite de la Terre. L'astéroïde Gaspra est grand comme l'île de Jersey. Si la Terre entrait en collision avec un astéroïde de cette taille, toute vie sur la Terre serait détruite. Dans le cas d'un géocroiseur qui se dirigerait vers un point de collision avec la Terre, il faudrait l'intercepter par une fusée qui le ferait changer de cap. Mais dans l'immédiat, rien de menaçant sur les radars de notre vaisseau spatial Terre. Les scientifiques, eux aussi, s'intéressent aux comètes et aux astéroïdes. Plusieurs sondes spatiales vont les explorer. Les astéroïdes pourraient nous révéler l'origine du système solaire, mieux que les planètes. Les planètes se sont formées en amassant de plus en plus de matière interstellaire. Durant des milliards d'années, cette matière s'est beaucoup transformée. Elle a été comprimée, chauffée, fondue, éjectée par des volcans. Sur la Terre, la matière d'origine est sans cesse déformée et transformée par l'atmosphère, par l'eau, l'érosion. Les astéroïdes, eux, sont intacts. Parce qu'ici, il n'y a ni atmosphère, ni érosion, ni pression trop grande. Ce sont probablement les restes de la matière primitive du système solaire. Un terrain d'exploration idéal pour en savoir un peu plus sur les origines de la matière, donc sur nos propres origines, parce que nous aussi, nous sommes faits de matière. Aujourd'hui, nous sommes ici, et dans 8 semaines, nous atteindrons la station solstice qui marque le début de l'été. Tous les jours, le soleil semble monter un peu plus haut dans le ciel, et le jour du solstice, le soleil s'arrêtera de monter pour commencer à redescendre. En ce moment, en parcourant cette étape de notre orbite annuelle, la moitié nord de la Terre se penche tous les jours un peu plus vers le Soleil. Les rayons du Soleil, qui en hiver arrivaient en angle oblique, arrivent maintenant en angle plus droit. Il fait plus chaud. Le Soleil est une étoile qui rayonne depuis des milliards d'années. Ce rayonnement relativement stable était nécessaire pour qu'une atmosphère se crée, que la vie naisse et se développe. Sur Terre, toute la vie dépend de la distance qui nous sépare du Soleil. Si la Terre était plus près du Soleil, comme Vénus, il ferait trop chaud. Il y fait une chaleur à faire fondre le plomb. Plus loin du Soleil, comme Saturne, il ferait trop froid. La rotation de la Terre autour de son axe contribue également à cet équilibre unique. Si la Terre tournait plus lentement, les journées rallongeraient. Le jour, le Soleil nous chaufferait trop, et pendant les nuits, plus longues, les températures baisseraient trop. Par contre, si la Terre tournait beaucoup plus vite, l'atmosphère, l'air que nous respirons, poussé par les forces centrifuges, s'échapperait dans l'espace. Cet équilibre nous permet de vivre, unique et fragile dans le système solaire. Comme chaque planète, la Terre a une orbite bien à elle, en équilibre entre les forces de gravitation qui agissent sur elle. La stabilité de notre Terre est renforcée par la Lune. Sans elle, la Terre vacillerait trop pour avoir un climat stable et vivable. La Lune est attachée à la Terre par la grande force d'attraction de la Terre qui l'empêche de tourner librement. Et la Terre est stabilisée par la Lune, comme un funambule stabilisé par sa perche. Les planètes géantes Saturne et Jupiter réduisent nos risques de collision avec astéroïdes et comètes. Jupiter, par son énorme masse, a attiré la comète Shoemaker-Levy.
Si elle s'était écrasée sur la Terre, au lieu d'être captée par Jupiter, nous ne serions plus là pour le raconter. Le rayonnement du Soleil apporte à chaque mètre carré de la Terre l'énergie d'une douzaine d'ampoules de 100 watts. Le Soleil chauffe l'air. À l'équateur, l'air chaud, plus léger que l'air froid, s'élève en altitude et commence à s'écouler vers le nord et le sud. Mais la Terre tourne plus vite à l'équateur qu'ailleurs. Alors les masses d'air sont déviées dans le sens de la rotation de la Terre avant de redescendre vers le sol et de revenir vers l'équateur. Ce sont les vents alizés. Au-delà des zones tropicales, le Soleil chauffe moins. La rotation de la Terre entraîne les masses d'air. C'est ici que se forment les grands courants des vents d'ouest que vous voyez souvent sur les cartes météo. En dérivant vers le nord et le sud, les nuages s'enroulent en spirale parce que la Terre tourne moins vite côté pôle que côté équateur. Voilà pourquoi, dans l'hémisphère nord, les nuages s'enroulent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et que dans l'hémisphère sud, ils vont dans l'autre sens. C'est ainsi que les vents transportent la chaleur des zones tropicales vers les zones tempérées et répartissent l'énergie solaire sur toute la Terre. En ce moment, à cause de son axe incliné, la moitié nord de la Terre est penchée vers le Soleil et se réchauffe. C'est le printemps. Chaque année, le cycle des saisons se répète, avec seulement de petites différences. Mais à long terme, le climat sur la Terre change. C'est le rayonnement solaire qui détermine notre climat. On pense qu'il existe un cycle de 26 000 ans, lié à la force gravitationnelle du Soleil qui tend à redresser l'axe incliné de la Terre. Mais par ailleurs, les forces d'inertie de la Terre ont tendance à maintenir son mouvement tel quel. Le tiraillement entre ces deux forces fait vaciller la Terre, très lentement. Au cours de dizaines de milliers d'années, les rayons du Soleil nous parviennent donc différemment, et ça peut changer le climat. Ainsi, la glace du pôle Nord peut envahir toute l'Europe et l'Amérique du Nord, ce sont les aires glaciaires. Puis ces mêmes régions peuvent devenir des régions tropicales. Le climat de la Terre a subi des bouleversements gigantesques. Au début, il n'y avait de vie que dans l'eau. Pendant plusieurs millions d'années, l'énergie solaire a fabriqué un mélange d'azote et d'oxygène à la surface de notre Terre, et ce mélange, c'est l'air que nous respirons. Alors cette légère montée de la température depuis quelques petites années, n'est-ce pas un peu prétentieux de vouloir l'attribuer uniquement à nos activités humaines, alors que nous savons à peine comment fonctionne notre chauffage principal, le Soleil ? La planète la plus proche du Soleil, c'est Mercure. Elle tourne si vite qu'elle s'aligne avec le Soleil tous les 4 mois. Et en principe, tous les 4 mois, nous devrions la voir passer devant le Soleil. Mais voilà. L'orbite de Mercure est légèrement inclinée par rapport à celle de la Terre. Et la plupart du temps, Mercure, vu de la Terre, passe un peu au-dessus ou en dessous du Soleil. Sauf en moyenne une fois tous les 7 ans, où vous verrez passer le petit Mercure devant le grand Soleil. Il y a une autre planète qui, sur son orbite, est plus rapide que nous. C'est Vénus. Chaque fois qu'elle nous rattrape, on devrait la voir passer entre nous et le Soleil. Mais l'orbite de Vénus, elle aussi, est un peu inclinée par rapport à l'orbite de la Terre. L'alignement parfait que l'on voit quand Vénus passe devant le Soleil ne se produit que 2 fois par siècle. C'est l'ordre et le désordre de l'univers. Ce qui semblait être des cercles parfaits, calés pour l'éternité, sont des ellipses qui vacillent, oscillent, se balancent. Le système solaire vibre et se dandine comme un être vivant. Aujourd'hui, nous sommes ici, et dans 7 semaines, nous atteindrons la station solstice qui marque le début de l'été, le 21 juin. Tous les 2 ans,
Nous dépassons Mars. La Terre avance plus vite sur son orbite que notre voisin Mars. La manœuvre de dépassement dure environ 2 mois. Dans les semaines qui suivent, c'est la lointaine planète Neptune que nous allons dépasser. La planète Neptune change de direction et commence à rétrograder par rapport aux étoiles. Cette planète, 30 fois plus loin du Soleil que nous, n'est visible qu'avec des télescopes. Mais c'est une des grandes planètes de notre système solaire. Et surtout, la boucle qu'elle décrit est comme une image lointaine de notre propre mouvement autour du Soleil. D'avril à octobre, la Terre parcourt ce trajet à 107 000 km/h. Neptune est 5 fois plus lente. Et devant l'arrière-fond des étoiles, Neptune semble revenir en arrière. Neptune est une grande planète gazeuse, 60 fois plus volumineuse que la Terre. La Terre tourne beaucoup plus vite autour du Soleil que Neptune, qui met 165 ans pour faire le tour. Pendant toute notre vie, Neptune n'aura donc parcouru que la moitié de son orbite. En 1 an, pendant que la Terre fait un tour complet, Neptune n'aura avancé sur son orbite que d'environ 2 degrés. On va la retrouver presque au même endroit dans le ciel qu'aujourd'hui. Les planètes extérieures, au-delà de Mars, circulent toutes très lentement. Uranus met 84 ans pour contourner le Soleil. Saturne, 30 ans. Jupiter, 12 ans. Chaque mois, la Lune nous aide à trouver Jupiter dans le ciel, car chaque mois elle passe en alignement avec Jupiter. Lors de ces conjonctions Lune-Jupiter, nous pouvons voir Jupiter, une planète très brillante à côté de la Lune. Jupiter est la plus grande planète du système solaire. Elle est entourée de 16 satellites. Prenez des jumelles, vous pouvez en voir 4. Ils tournent tellement vite qu'ils changent de place toutes les nuits. Jupiter se trouve parfois derrière le Soleil, invisible. Cette grande planète met 12 ans pour faire le tour du Soleil. Ça veut dire qu'en 1 an, pendant que la Terre fait un tour complet, Jupiter ne parcourt que le 12e de son orbite. Quand Jupiter se décale du Soleil, c'est la Terre qui se déplace. C'est le mouvement de la Terre qui dégage Jupiter de derrière le Soleil. La Lune, qui tourne autour de la Terre en 1 mois, va se trouver alignée avec la planète Jupiter. Lune et Jupiter seront dans la même direction, mais très éloignés l'un de l'autre. La Lune plus proche de nous et Jupiter 2000 fois plus loin. Pendant la conjonction, Lune et Jupiter apparaissent côte à côte. Grâce à la Lune, vous trouverez Jupiter dans le ciel. Parfois, Jupiter est visible tôt le matin. Pour les lève-tard, patience. Quelques mois plus tard, vous pourrez voir Jupiter le soir. Jupiter, comme Saturne, était connu dès l'Antiquité. Sans télescope, les astronomes exploraient déjà le système solaire. Uranus, Neptune et Pluton, les autres planètes extérieures, n'ont été découvertes que bien plus tard. Parce qu'elles bougent très lentement sur leur orbite, on a du mal à les distinguer des étoiles. Uranus, grande planète gazeuse, 20 fois plus éloignée du Soleil, met 84 ans pour en faire le tour. L'axe d'Uranus est pratiquement couché sur l'orbite. Il pointe toujours dans la même direction. Ce qui fait qu'Uranus, parfois, semble rouler sur son orbite comme un ballon. Et parfois semble avancer à reculons. Uranus tourne autour de son axe en 17 heures. Ça devrait faire 8h30 de jour et 8h30 de nuit. Mais pas du tout. À cause de sa position couchée, une moitié d'Uranus reste côté Soleil pendant la moitié de son périple, l'autre moitié à l'ombre. L'année d'Uranus dure 84 ans, 42 ans au Soleil, 42 ans à l'ombre. Un long jour et une longue nuit. Mais la plus lointaine de ces planètes extérieures, c'est Pluton. C'est la plus petite planète, plus petite que notre Lune. Pluton est accompagné d'un satellite de la moitié de sa taille, Charon. Ces 2 astres, très proches l'un de l'autre, forment une planète double. Pluton est vraiment un cas à part. Il circule sur une orbite plus inclinée que les autres planètes.
Mais surtout, l'orbite de Pluton est tellement excentrique qu'elle coupe l'orbite de Neptune. En 1978, Pluton a croisé l'orbite de Neptune et actuellement il circule à l'intérieur. Vous le voyez à droite de l'écran. Jusqu'à la fin du siècle, Pluton est plus près du Soleil que Neptune. En 2000, Pluton croisera à nouveau l'orbite de Neptune et redeviendra la planète la plus lointaine. Est-ce qu'un jour, Pluton et Neptune, à force de se faire des queues de poisson, vont entrer en collision ? Non, bien que leur orbite se croise, elles ne s'approchent jamais. Leurs périples sont merveilleusement synchronisés. C'est en observant Neptune passer devant des étoiles qu'on a découvert ses anneaux. Juste avant le passage de Neptune, voici l'étoile. Elle s'éteint 2 fois, puis après le passage, dans le même laps de temps, l'étoile de nouveau s'éteint 2 fois. Sans doute des anneaux. Et quelques années plus tard, la sonde Voyager 2 passe près de Neptune, la photographie, c'est la confirmation, les anneaux sont bien là. C'est également grâce à une sonde qu'on a découvert les anneaux très minces de Jupiter, si minces que personne sur Terre ne pouvait les voir. Quand Galilée a vu Saturne, il pensait qu'il avait 2 satellites. Aujourd'hui, les anneaux de Saturne sont à notre portée. Autour de certaines étoiles, en dehors de notre système solaire, les astronomes commencent à découvrir des planètes. Ces planètes semblent être de la taille de notre planète géante Jupiter. On peut donc penser que si on observait notre Soleil de très très loin, on pourrait tout juste distinguer Jupiter, alors que la Terre, toute proche du Soleil, serait certainement invisible. Nous sommes ici, et dans 6 semaines, la Terre, en avançant sur son orbite, nous aura emmenés ici, au solstice. La course des planètes dépend de leur distance du Soleil. Plus elles sont loin, plus elles bougent lentement. Notre voisine Mars, plus lointaine du Soleil, va donc plus lentement que la Terre. Notre vitesse de croisière est de 107 000 km/h. Mars, la planète rouge, ne fait que du 87 000 km/h. Environ tous les 2 ans, la Terre rattrape Mars. Elle se glisse entre Mars et le Soleil jusqu'à ce que Soleil, Terre et Mars se retrouvent en alignement. Quand Mars est en opposition avec le Soleil, cela veut dire qu'à midi, plein sud, nous voyons le Soleil. Et qu'à minuit, dans la direction opposée, nous trouvons Mars. La Terre continue sa course sur son orbite un peu plus vite que Mars. Voilà pourquoi Mars apparaît dans le ciel de plus en plus tôt. Mais si chaque nuit, Mars et les étoiles traversent le ciel de gauche à droite, c'est parce que la Terre tourne autour de son axe. En même temps, la Terre poursuit son voyage autour du Soleil. En prenant encore de l'avance, elle rattrape Mars tous les 2 ans. L'orbite que nous parcourons en ce moment se situe dans le même plan que le Soleil et les autres planètes. À l'horizon, infiniment plus loin que les planètes, ce sont les étoiles et constellations du zodiaque. Si au lieu de regarder cet horizon, vous regardez vers le haut, vous verrez l'étoile polaire. C'est notre repère. Elle se trouve dans le prolongement de l'axe de la Terre. Au cours d'une nuit, toutes les étoiles semblent tourner autour de l'étoile polaire. Ce mouvement, vous pouvez bien le suivre en regardant la Grande Ourse. Le soir, vers 9 h, la Grande Ourse est à la verticale, au-dessus de nos têtes. Et pendant 8 heures, jusqu'à l'aube, la Grande Ourse tourne autour de l'étoile polaire. Le matin, elle sera là. En 8 heures, la Grande Ourse a parcouru le tiers d'un tour complet. En fait, la Grande Ourse n'a pas bougé. Son mouvement est l'image du mouvement de la Terre.
La Terre fait un tour complet en 24 heures, donc en 8 heures, un tiers de sa rotation. Et ce tiers, nous pouvons le voir dans le ciel. C'est le tiers de cercle tracé par la Grande Ourse. Les constellations qui tournent autour de l'étoile polaire sont comme une gigantesque horloge. Elles nous donnent une mesure du temps et avec la Terre qui tourne, une mesure de l'espace. De jour, c'est en suivant le Soleil que nous voyons la Terre tourner. Les cadrans solaires nous disent l'heure en indiquant la position de la Terre par rapport au Soleil. Et nos montres, en plus de nous dire l'heure, peuvent nous indiquer où nous sommes. Orientez votre montre vers le Soleil, en plaçant le Soleil entre la petite aiguille et le chiffre 12, juste au milieu. Le chiffre 12 vous indiquera toujours le sud. Chaque montre est en fait un petit cadran solaire et une boussole. À 4 heures de l'après-midi, placez le Soleil entre le 4 et le 12, donc sur le chiffre 2. Le 12 pointe toujours vers le sud. À 6 heures du soir, il faut placer le Soleil au milieu entre le 6 et le 12, dans la direction du chiffre 3. Le Soleil est à l'ouest et le 12 pointe toujours vers le sud. Votre montre, que vous avez achetée pour mesurer le temps, vous donne en fait des mesures de l'espace, de la Terre qui tourne. Mais tourne-t-elle vite ou lentement ? Imaginons l'espace à une autre échelle, comme un modèle réduit à notre dimension humaine. Le Soleil, grand comme une cathédrale. La Terre, un ballon de foot. La distance Soleil-Terre à cette échelle, 5 km, comme si le ballon était tombé à la périphérie de la ville. Dans ce modèle réduit, le ballon, la Terre, sur son orbite imaginaire, avancerait au ralenti. Il mettrait un jour entier pour traverser un terrain de foot. Pour un pénalty tiré à 11 mètres, presque 3 heures. Et la rotation de la Terre autour de son axe, ça serait du super ralenti. Sur toute la distance d'un but à l'autre, une seule rotation. Il faut s'imaginer le mouvement de la Terre comme une dérive lente à travers un espace vide autour d'un soleil lointain. Bien entendu, pour des êtres microscopiques égarés sur le ballon de foot, les 100 mètres que parcourt le ballon en un jour, c'est un long voyage. Nous, sur la Terre, nous avons vraiment du mal à imaginer les 2,5 millions de kilomètres que la Terre va parcourir jusqu'à demain. Chaque mois, quelques soirs après la nouvelle lune, ce n'est pas la lune qui éclaire la Terre, c'est la Terre qui éclaire la lune. Si le ciel est bien dégagé, vous verrez à gauche du croissant, dans une lumière faible, tout le disque lunaire, le cercle complet. C'est le clair de terre, la lumière cendrée. C'est la lumière du soleil que la Terre reflète sur la Lune et que la Lune finalement renvoie sur la Terre. Si des astronautes sur la Lune regardaient la Terre, voilà ce qu'ils verraient. D'abord, un croissant de terre qui augmente tous les jours. Puis, à la nouvelle Lune, les astronautes pourraient dire « c'est la pleine Terre ». Ils seraient presque éblouis car la Terre apparaît très grande. Avec ses nuages blancs et la glace au pôle, la Terre est 100 fois plus lumineuse que la Lune. Et 2 jours après, ils verraient le croissant de terre commencer à diminuer. Maintenant, retour sur Terre. N'oubliez pas, toujours la 3e, 4e et 5e nuit après la nouvelle Lune, on peut voir la lumière cendrée. Et quand vous la voyez, cette lumière cendrée, pensez-y, c'est le reflet de notre Terre, le reflet de nos nuages blancs éclairés par le soleil. Aujourd'hui, nous sommes ici, 8 semaines après l'équinoxe, et dans 5 semaines, nous atteindrons la station solstice, qui marque le jour le plus long, le 21 juin.
Les matins de printemps, jusqu'en 1999, l'astre le plus brillant dans le ciel, c'est Jupiter, la planète la plus grande. Pourquoi le matin ? Depuis le début de l'année, Jupiter, très lent sur son orbite, était caché derrière le Soleil. La Terre, en se déplaçant, laisse apparaître Jupiter. Peu à peu, Jupiter apparaît à droite du Soleil. Voilà pourquoi on voit Jupiter tôt le matin, avant l'aube. Jupiter se lève avant le Soleil. Puis le Soleil se lève, illumine l'atmosphère qui devient comme un filtre bleu et nous cache planètes et étoiles. Au cours de la journée, le Soleil parcourt le ciel de gauche à droite. L'après-midi, quand le Soleil est encore haut, Jupiter, invisible, toujours à droite du Soleil, se couche déjà à l'horizon. Les planètes qui se trouvent à droite du Soleil se couchent forcément avant le Soleil, et le soir, on ne pourra plus les voir. Quand les étoiles réapparaissent, Jupiter est déjà loin en dessous de l'horizon. Mais en automne, Jupiter sera passé à gauche du Soleil. Le Soleil se couchera avant Jupiter, et la grande planète aura tout le temps de briller le soir. Il en est de même pour les étoiles. Orion, par exemple. Au mois d'avril, Orion, vu de la Terre, était à gauche du Soleil. On le voyait le soir. Puis la Terre poursuit son parcours autour du Soleil, et le Soleil se glisse entre la Terre et Orion. À ce moment-là, Orion traverse le ciel, invisible, caché dans l'éclat du Soleil. Puis la Terre se décalera encore du Soleil, et à l'automne, Orion passera à droite du Soleil. Et on pourra le voir dans le ciel le matin, avant le lever du Soleil. N'oubliez pas, tout ce qui est à droite du Soleil, la Lune, les planètes, les étoiles, bref, tout ce qui est à droite, est visible le matin. Jupiter se trouve bien au-delà de Mars et de la ceinture des astéroïdes, 5 fois plus loin du Soleil que nous. Jupiter est une planète gazeuse, c'est la plus grande du système solaire. La Terre tiendrait 12 fois dans son diamètre. Prenez des jumelles, vous verrez 4 petits points alignés à droite et à gauche de la planète. Ce sont les 4 plus grands satellites de Jupiter, les lunes galiléennes, découvertes par Galilée en janvier 1610. Encore fallait-il comprendre que c'était des lunes. À une époque où la plupart des gens s'imaginaient les étoiles et les planètes fixées à une voûte céleste, Galilée était le premier à utiliser une lunette astronomique pour observer le ciel. Galilée remarqua que les 4 petits astres changeaient de place toutes les nuits. En les observant, il comprit qu'ils ne pouvaient pas glisser sur la surface de la voûte céleste et qu'une telle surface n'existait pas. Les 4 petits astres tournaient autour de Jupiter, comme la Lune autour de la Terre. Ils évoluaient dans l'espace. Galilée découvrait un ciel en 3 dimensions. Et nous en profitons aujourd'hui encore. Les 4 satellites galiléens, Io, Europa, Ganymède et Callisto, sont à peu près grands comme notre Lune, mais ils vont beaucoup plus vite. La Lune met 4 semaines pour faire le tour de la Terre. Les satellites galiléens font le tour de Jupiter en quelques jours, alors que Jupiter est 1000 fois plus volumineuse que la Terre. Le plus rapide des satellites, c'est Io. Il fait le tour de Jupiter en 1 jour et demi. C'est le seul astre, en dehors de la Terre, où l'on a observé des éruptions volcaniques. Autour de Jupiter, il fait moins 200 degrés. La lave est éjectée à 400 degrés. Et quand elle retombe sur le sol, elle change constamment la physionomie du satellite Io. Jusqu'en 1999, au printemps, vous pouvez voir Jupiter le matin. Vous verrez les 4 satellites de Jupiter, parfois 3 petits points à droite et un seul à gauche. Le lendemain déjà, la situation sera inversée. Vous verrez un seul satellite à droite de Jupiter et 3 satellites à gauche. Et le jour suivant, tous les 4 à droite.
Avec les jumelles, vous voyez que les 4 satellites sont alignés en biais. En fait, ils sont bien dans le plan des planètes et du Soleil. Mais c'est l'axe incliné de la Terre qui les fait apparaître sur une ligne inclinée. Inclinée par rapport à notre horizon est, là où Jupiter se lève. Quand on verra Jupiter à l'ouest, les 4 petits points seront sur une ligne descendante, vers l'ouest, là où Jupiter se couche. Tous les jours, notre vie est conditionnée par l'axe incliné de la Terre. Les saisons, le chaud, le froid, les jours plus longs, plus courts. Enfin, vous pouvez la voir, cette inclinaison, grâce aux satellites de Jupiter, visibles le matin. Les soirs, vous pouvez suivre la Lune qui passe d'une planète à l'autre. À la veille de ces conjonctions, la Lune est à peu près à une largeur de main à droite de la planète. La Lune ne rencontre pas vraiment les planètes. La Lune est toute proche de nous, les planètes sont beaucoup plus distantes. Mars, par exemple, est 300 fois plus éloigné. Mais ce passage de la Lune devant Mars nous permet d'imaginer le périple mensuel de la Lune autour de la Terre. D'abord, la Lune est à droite de Mars. Le lendemain, c'est la conjonction, la Lune passe juste au-dessous de Mars. Le soir suivant, la Lune sera à gauche de Mars. Et un jour plus tard, encore plus à gauche. En regardant ce passage, vous pouvez imaginer l'orbite de la Lune qui tourne en 4 semaines autour de la Terre. La Lune, nous connaissons. Mars, nous irons bientôt. Peut-être. Sûrement. Nous sommes ici. La Terre parcourt l'étape qui nous emmène de l'équinoxe au solstice d'été, le 21 juin. Tous les 4 mois, nous avons rendez-vous avec Mercure. Le problème avec Mercure, c'est qu'il est trop près du Soleil. Il ne s'en éloigne que de peu. La plupart du temps, Mercure est caché par son rayonnement. Quand Mercure n'est que légèrement décalé par rapport au Soleil, ce rayonnement nous empêche de le voir. Le matin, dès que Mercure pointe à l'horizon, le Soleil se lève presque en même temps et illumine l'atmosphère. Aussitôt, Mercure disparaît dans le ciel bleu. 4 mois auparavant, Mercure était dans sa position la plus décalée du Soleil et on pouvait l'apercevoir. Voilà ce qui s'est passé pendant ces 4 mois. Mercure court très vite sur son orbite. Il n'a mis que 3 mois pour faire un tour complet autour du Soleil, ce qui l'a amené ici. Pendant ces 3 mois, la Terre a parcouru le quart de son orbite. Puis Mercure a mis encore 1 mois pour retrouver sa position la plus décalée du Soleil. Cette position fait que Mercure se lève 1h30 avant le Soleil. Et il a le temps de briller. Et vous avez le temps de le voir avant que le Soleil ne se lève. Mercure tourne très vite sur son orbite. Mais par sa force d'attraction, le Soleil a freiné la rotation de Mercure. Mercure tourne très lentement autour de son axe. Ça fait de longues journées. Voici comment un astronaute qui se trouverait ici passerait sa journée. Il est midi, très chaud, 400 degrés. Mercure se déplace rapidement sur son orbite, mais tourne très lentement sur elle-même. C'est ici que pour l'astronaute, le Soleil se couche. Une longue nuit commence. L'astronaute se retrouve côté nuit. Une nuit qui durera 3 mois. Même quand Mercure a fait le tour complet sur son orbite, l'astronaute, revenu à son point de départ, est toujours côté nuit. Il fait très froid, moins 150 degrés. Courage, encore 6 semaines et ce sera l'aube. Ça y est, il repasse côté Soleil, et encore 6 semaines pour qu'il soit de nouveau midi, après 2 tours d'orbite.
Sur Mercure, une journée dure 2 ans. Un vrai casse-tête pour notre astronaute. Même en plein jour, le ciel est toujours noir. Pas d'air, donc pas de ciel bleu. Et le soleil, au lieu de se coucher, remonte parfois parce qu'il rattrape Mercure qui tourne plus lentement. Nicolas Copernic, sur son lit de mort, a regretté de n'avoir jamais vu Mercure. Cette semaine, c'est l'anniversaire de sa mort, en 1543. L'année où Copernic a publié sa découverte révolutionnaire. Le Soleil, la Lune, les planètes et les étoiles semblent tourner autour de la Terre. Mais en réalité, c'est le Soleil qui est au centre. Les planètes ne tournent pas autour de la Terre, mais autour du Soleil. Et la Terre aussi. Avec le Soleil, la Lune et les astres qui tournent autour de nous, nous croyons être au centre du monde. Par la découverte de Copernic, nous voici relégués à la périphérie. Au cours de ce voyage, nous voulons faire le lien entre ce que vous voyez dans le ciel tous les jours et ce que Copernic a découvert. Tous les 2 ans, la planète Mars est visible pendant les mois d'été. Elle paraît toujours un peu plus jaune que les étoiles qui l'entourent. Mars nous est proche. Son orbite est voisine de la nôtre, vers l'extérieur du système solaire. C'est la seule planète qui tourne autour de son axe à la même vitesse que la Terre. Son axe, comme celui de la Terre, est incliné. En été, le pôle nord de Mars, comme celui de la Terre, est tourné vers le Soleil. En hiver, il est à l'ombre. Les calottes de glace qui couvrent les pôles augmentent et diminuent au rythme des saisons. Oui, il y a des saisons sur Mars, plus longues que sur la Terre car Mars met 2 ans pour faire le tour du Soleil. Et comme Mars est plus éloigné du Soleil que la Terre, il y fait très froid, entre moins 90 et moins 130 degrés. On l'appelle la planète rouge car sa surface rocailleuse est recouverte d'une épaisse couche d'oxyde de fer de couleur rouille. Mars est la plus terrestre des planètes. C'est la seule sur laquelle on aurait quelque chance de pouvoir nous poser dans un avenir proche. Pour le moment, on n'y envoie que des robots. Pour y aller, ce sera un festival de haute technologie. Mais pour l'itinéraire, on aura recours à des calculs du XVIIe siècle. Ceux de Johannes Kepler, qui a découvert que plus les planètes sont près du Soleil, plus elles vont vite. Dans le système solaire, on ne voyage pas en ligne droite, mais sur des orbites plus ou moins elliptiques. Pour le vaisseau spatial à destination de Mars, il faut créer une orbite qui s'imbrique parfaitement entre les orbites naturelles de la Terre et de Mars. Pour que les conditions soient favorables, il faut que Mars soit devant nous. Comme il va plus lentement que la Terre, les astronautes pourraient le rattraper là où leur orbite rencontre l'orbite de Mars. La durée du voyage est estimée à 9 mois. Les astronautes auraient alors plusieurs mois pour explorer la planète rouge, en attendant que Terre et Mars se positionnent favorablement pour le retour. Le voyage retour sera plus rapide que l'aller. En se rapprochant de la Terre, donc du Soleil, la vitesse du vaisseau spatial augmentera. Un peu comme si les astronautes redescendaient d'une montagne. Johannes Kepler l'avait calculé au XVIIe siècle. Nous sommes ici, 10 semaines après l'équinoxe. Plus que 3 semaines et nous serons au solstice, le premier jour de l'été. Fin mars 97, la comète Hale-Bopp nous a survolés. Elle se trouvait au-dessus du plan des planètes. On pouvait la voir le soir, après le coucher du soleil. Et puis elle a disparu. Où est-elle passée ? Lorsque la comète était au plus près de la Terre,
nous étions ici. 10 jours plus tard, quand elle se trouvait au plus près du Soleil, nous étions là. Durant les 2 mois où la comète a plongé vers le plan des planètes, la Terre est venue à cet endroit, mais nous ne pouvions plus voir la comète parce qu'elle était presque dans le même axe que le Soleil. Puis la comète est passée en dessous du plan des planètes pour s'éloigner vers les confins du système solaire. Quand une comète est dans l'axe du Soleil, elle traverse le ciel, invisible, pour tous, sauf pour vous qui regardez ces images. Quand la planète Vénus est dégagée à gauche du Soleil, on peut l'apercevoir le soir. Là, durant 3 ou 4 mois, Vénus est le premier astre qui brille après le coucher du Soleil. Si Vénus brille autant, c'est qu'elle est près du Soleil et proche de nous. De plus, elle est entièrement recouverte d'une épaisse atmosphère blanche qui reflète la lumière solaire. Lorsque Vénus est à droite du Soleil, on la voit le matin. Puis Vénus et la Terre continuent leur course autour du Soleil, Vénus plus vite que la Terre. En quelques mois, Vénus prend tellement d'avance sur la Terre qu'elle s'aligne avec le Soleil, invisible dans son rayonnement. Peu à peu, Vénus se dégage de l'emprise du Soleil et devient visible le soir, à gauche du Soleil. Quand un astre se trouve à gauche du Soleil, on le voit le soir. Vénus traverse le ciel tous les jours en suivant le Soleil, invisible. Quand le Soleil se couche, Vénus, l'étoile du berger, commence à briller à gauche du couchant. De semaine en semaine, Vénus se dégage de plus en plus du Soleil. Après le coucher du Soleil, il lui reste donc plus de temps pour briller. Nous la voyons de mieux en mieux. Chaque mois, il y a une conjonction Lune-Jupiter. La Lune est alignée avec Jupiter. Voilà comment ça se passe. La Lune tourne autour de la Terre en 4 semaines. En prenant la Lune comme point de mire, votre regard balaye tout l'horizon planétaire. Visez la Lune, vous verrez les planètes. Vénus, Mars, Jupiter, Saturne. Mais bien entendu, seulement du côté nuit. Parce que du côté jour, sous l'effet du Soleil qui illumine l'atmosphère, vous ne verrez ni les planètes ni les étoiles. Demain matin, cette ligne de mire Terre-Lune visera Jupiter. La Lune sera en alignement avec Jupiter. Mais attention, Jupiter est 2000 fois plus éloigné que la Lune. Dans cet alignement, la Lune apparaîtra à 2 doigts au-dessus de Jupiter, car l'orbite de la Lune est légèrement décalée par rapport aux orbites des planètes. À l'est, l'horizon s'éclaircit, les étoiles disparaissent, et Jupiter, plus brillante, disparaît après les étoiles. Il n'y a que la Lune, encore plus brillante, qui restera visible en plein jour. Au moment de la conjonction Lune-Jupiter, Jupiter est juste au-dessous de la Lune, et en haut, une étoile brillante. C'est Altaïr, une étoile proche de nous. Lune, Jupiter, Altaïr apparaissent côte à côte. Elles sont en réalité très éloignées les unes des autres. La Lune est très proche de la Terre. Si la Terre quittait son orbite pour se diriger vers la Lune, à notre vitesse de croisière de 107 000 km/h, nous y serions en 4 heures. Pour aller jusqu'à Jupiter en ligne droite, on mettrait presque 1 an. Au bout de 4 ans, on atteindrait la planète Uranus. Et après 6 ans, Neptune. Les étoiles, elles, sont beaucoup plus loin que les planètes de notre système solaire. Pour atteindre Altaïr, il faudrait 160 000 ans. Et pourtant, Altaïr est proche de nous, comparé à des étoiles qui sont à l'autre bout de notre galaxie et qui, peut-être, en ce moment, n'existent plus.
Mais revenons sur la Terre, qui est à 4 heures de la Lune et à 1 an de Jupiter. Ce sont des dimensions que nous pouvons comparer à ce que nous vivons tous les jours. Les dimensions du système solaire que vous découvrirez tout au long de ce voyage. On croit que la lumière parcourt toujours une ligne droite. Mais en réfléchissant sur l'univers, Einstein avait conclu que la gravitation, la force d'attraction des astres, devait déformer l'espace. Un corps aussi massif que le Soleil creuse comme un trou dans l'espace-temps. Et ce trou devait théoriquement dévier la lumière, comme au golf où le trou dévie la balle. Mais ce n'était qu'une théorie. Cette théorie fut vérifiée par l'observation du ciel le 29 mai 1919. Il y avait ce jour-là une éclipse totale du Soleil et l'étoile Taurus Beta se trouvait presque dans le même axe que le Soleil, mais bien entendu infiniment plus loin. On l'attendait ici, près du Soleil, mais elle apparaissait là, décalée du Soleil. En fait, la lumière qui nous parvient de l'étoile passe près du Soleil et la masse du Soleil fait dévier la lumière de sa ligne droite en ligne courbe. On voit l'étoile à droite, au bout de la ligne droite, alors qu'en réalité elle se trouve à gauche, plus près du Soleil. L'énorme masse du Soleil dévie effectivement la lumière. L'étoile nous apparaît à droite, elle est en réalité à gauche. Par cette observation, on a vu que la célèbre théorie de la relativité générale était vraie. Nous sommes ici, 11 semaines après l'équinoxe. Dans 2 semaines, ce sera le solstice d'été. La lointaine planète Uranus commence à décrire une boucle. Pour rétrograder par rapport aux étoiles. Pourquoi ? De juin à octobre, la Terre parcourt son orbite à 107 000 km/h. Uranus est beaucoup plus lente. Devant l'arrière-fond des étoiles, elle semble partir en arrière. La boucle qu'elle décrit est comme une image lointaine de notre mouvement autour du Soleil. Uranus a un noyau rocheux, mais c'est essentiellement une planète gazeuse. Uranus est 2 fois plus éloigné du Soleil que Saturne, 20 fois plus éloigné du Soleil que nous. À cette distance, Uranus se distingue à peine des étoiles qui l'entourent. Les étoiles rayonnent de la lumière. Uranus est une planète, elle ne rayonne pas, elle ne fait que refléter la lumière du Soleil. Vu d'Uranus, le Soleil est 20 fois moins lumineux. La lumière qu'elle nous renvoie est donc très faible. Uranus apparaît donc comme une petite étoile. Sur les cartes du ciel du XVIIIe siècle, cet astre était indiqué comme une étoile de la constellation du Taureau. En 1781, un astronome amateur, William Herschel, en observant la constellation des Gémeaux, remarqua un astre qui normalement ne devait pas s'y trouver. En continuant ses observations, il constata que l'astre se déplaçait très lentement dans le même plan que les planètes et qu'il venait précisément de la constellation du Taureau. Cette petite étoile était en fait une planète. Herschel avait découvert Uranus. Depuis l'Antiquité, la planète la plus lointaine, c'était Saturne. Avec la découverte d'Uranus, le système solaire a doublé ses dimensions. L'axe d'Uranus est pratiquement couché sur l'orbite. Cet axe pointe toujours dans la même direction, ce qui fait qu'Uranus semble parfois rouler sur son orbite comme un ballon et parfois avancer à reculons. C'est peut-être une collision lors de sa formation qui a renversé Uranus, ce qui a fait basculer ses anneaux et l'orbite de ses satellites, donnant à Uranus un entourage comme celui de sa voisine Saturne. Les anneaux et un grand nombre de satellites sont réservés aux grandes planètes extérieures, Saturne, Jupiter, Neptune, Uranus. Les petites planètes Mercure et Vénus, trop près du Soleil, n'ont ni anneaux ni satellites.
La Terre est en 3e position, et au moins le Soleil nous a laissé un satellite, notre Lune. L'orbite d'Uranus représentait donc la nouvelle limite du système solaire. Mais pas pour longtemps. Uranus, comme toutes les planètes, circule sur son orbite en équilibre entre la force d'attraction du Soleil et la force d'inertie. Mais peu après sa découverte, à la fin du XVIIIe siècle, on constata de légères perturbations du mouvement d'Uranus. Y avait-il une autre force qui agissait sur Uranus? Une planète peut-être? Le jeune astronome Le Verrier calcula la position d'une planète invisible sur une orbite à l'extérieur de celle d'Uranus. Personne ne le crut. Il envoya une lettre à l'observatoire de Berlin, où le soir même, à l'endroit exact prédit par Le Verrier, on découvrit une nouvelle planète, Neptune. C'était la première fois qu'un astre invisible à l'œil nu fut découvert uniquement par le calcul. Neptune a été découvert qu'au milieu du XIXe siècle, mais un hasard extraordinaire était survenu 2 siècles auparavant. Fin décembre 1612, Galilée, à l'aide de la lunette qu'il s'était bricolée lui-même, observait toutes les nuits le mouvement rapide des satellites de Jupiter. Il pouvait apercevoir 3 des 4 satellites réunis à droite de Jupiter et le 4e, Ganymède, un peu vers la gauche. La nuit suivante, Galilée ne pouvait voir que 3 satellites. Io passait justement derrière Jupiter. Puis le 29 décembre, Galilée retrouvait ses 4 satellites dans cette position et les notait ainsi sur son carnet. Mais c'était une erreur. Le satellite Europa était à ce moment-là caché derrière Jupiter. Le petit astre en bas à gauche n'était pas le 4e satellite de Jupiter, mais la planète Neptune, qui justement se trouvait dans cet axe. En réalité, Neptune est à des milliards de kilomètres plus loin. Si Galilée avait continué son observation, il aurait vu le satellite Europa réapparaître. Il aurait certainement reconnu Neptune à gauche comme planète. Mais le lendemain, c'était la Saint-Sylvestre. Le ciel était peut-être couvert, ou Galilée réveillonnait avec ses assistants, et Neptune ne fut découvert que 200 ans plus tard. Peu après la découverte de Neptune, on constata le même genre de perturbation sur ses mouvements. Immédiatement, de nombreux astronomes essayèrent de calculer la position de la planète mystérieuse qui en serait la cause. Mais cette fois, ce n'est pas par les calculs que l'on découvrit une nouvelle planète. En comparant des milliers de photos prises à quelques jours d'écart, on détecta au milieu des étoiles fixes un astre qui avait bougé d'une photo à l'autre, donc une planète, Pluton, la planète la plus éloignée du système solaire. Pluton est plus petit que notre Lune. C'est peut-être un ancien satellite de la planète Neptune. Les satellites de Neptune ont des orbites inclinées à des angles différents. On peut s'imaginer que son orbite soit devenue de plus en plus excentrique, jusqu'à ce que le satellite s'échappe de l'emprise de Neptune et se mette en orbite à son propre compte autour du Soleil. Pluton serait alors une lune devenue planète, qui circule sur une orbite très inclinée. Les autres satellites de Neptune ont également des orbites bizarres. Le satellite Triton tourne en sens inverse et se rapproche de plus en plus de Neptune. Triton sera disloqué en fragments qui s'écraseront sur Neptune ou qui iront renforcer ses anneaux. Tout ça en moins de 100 millions d'années. Pluton, sur son orbite inclinée, est la planète la plus lointaine. Le restera-t-elle? Bien des astronomes s'acharnent à calculer la trajectoire d'une 10e planète, la légendaire planète X. Ce voyage n'est pas de la science-fiction, c'est un voyage réel, en temps réel. Nous sommes ici, et dans une semaine ce sera le jour le plus long, le solstice, le début de l'été. Tous les jours, nous voyons le soleil qui traverse le ciel de gauche à droite. Au cours de la nuit, les étoiles et la lune bougent également de gauche à droite. Nous le savons bien, ce n'est pas le soleil qui parcourt le ciel,
c'est la Terre qui tourne. Ce grand mouvement de gauche à droite, c'est une illusion causée par la rotation de la Terre qui tourne dans l'autre sens. Devant nos yeux, le Soleil défile toujours de gauche à droite, parce que nous sommes installés sur la Terre qui tourne. De plus, il monte et descend par rapport à l'horizon, parce que l'axe de la Terre est incliné. En regardant la Terre de l'espace, nous pouvons faire le lien entre ce que nous savons et ce que tous les jours nous voyons. Si le Soleil se lève à l'est, c'est parce que la Terre tourne vers l'est. Le lever du Soleil, en fait, c'est la Terre qui bascule vers là où le Soleil nous attend. En juin 99, tous les soirs après le coucher du Soleil, le système solaire se présente à vous d'une manière particulièrement évidente. 4 astres alignés. Le Soleil que vous devinez juste en dessous de l'horizon, vers la gauche un peu plus haut, Vénus, plus loin à gauche, la Lune, et encore plus loin à gauche, toujours dans le même alignement, Mars. Si la Terre était transparente, on pourrait voir sous l'horizon, à droite du Soleil, un 5e astre, Mercure. Ces planètes, la Lune et la Terre, apparaissent bien alignées parce qu'elles sont toutes situées dans le même plan. Nous le voyons en regardant depuis l'espace. C'est le plan du système solaire. Au-delà des planètes du système solaire, nous voyons les étoiles infiniment plus éloignées. Les étoiles et les constellations qui se trouvent juste derrière nos planètes nous servent de repères pour situer les planètes. Cette toile de fond imaginaire, sur laquelle s'inscrivent les constellations, c'est le zodiaque. Mars se trouve devant la constellation du Lion, la Lune à côté de la constellation du Cancer, et Vénus devant la constellation des Gémeaux. De tels alignements Soleil, planète, Lune avec la Terre vous permettent d'imaginer la réalité du système solaire. Nous voyons tous les jours le Soleil traverser le ciel, mais en réalité, c'est la Terre qui tourne. Et la Lune qui fait la même chose. Pas du tout. La Lune tourne autour de la Terre. Mais pour s'en rendre compte, il faut regarder la Lune d'un soir à l'autre. Chaque nuit, à la même heure, nous retrouvons la Lune un peu plus à gauche que la veille. Parfois, la Lune, d'un soir à l'autre, semble s'éloigner de Vénus, à droite, et se rapprocher de Mars, à gauche. Ce glissement nous montre le vrai mouvement de la Lune qui tourne autour de la Terre en 4 semaines. À la nouvelle Lune, Terre, Lune, Soleil sont alignés. 2 jours après, la Lune passe devant Vénus. Vue de la Terre, on voit la Lune sous Vénus. Puis la Lune continue son périple et apparaît à mi-chemin entre Vénus et Mars. Le jour suivant, elle est ici, vue de la Terre à 2 largeurs de main plus à gauche que la veille. Puis la Lune apparaît là. Et 3 jours plus tard, elle passera devant Mars. Entre-temps, le petit croissant se sera élargi en demi-lune. La Lune met 7 jours pour glisser de Vénus à Mars. Pendant ce temps, la Terre va tourner 7 fois sur son axe. Regardez. La Terre fait un tour, et le lendemain, nous retrouvons la Lune un peu plus à gauche. Pendant que la Terre fait un tour complet, la Lune se déplace lentement sur son orbite, et le lendemain, nous la retrouvons encore plus à gauche, à mi-chemin entre Vénus et Mars. Encore un tour, encore un jour, la Lune est déjà proche de son alignement avec Mars. Imaginez une ligne qui relie Vénus et Mars. Cette ligne dans le ciel, c'est le quart de l'orbite de la Lune autour de la Terre. Alors que le Soleil ne bouge pas, la Lune tourne autour de la Terre en 28 jours. Toutes les 4 semaines, en tournant autour de la Terre, la Lune s'aligne avec Mars.
cet alignement nous montre comment fonctionne la mécanique du ciel. Un mois plus tard, quand la Lune croisera de nouveau la ligne Terre-Mars, elle sera au-dessus de Mars. 2 mois plus tard, un peu plus décalée. Puis 2 mois plus tard, elle passera encore plus haut. Puis la Lune redescendra et quelques mois plus tard, elle passera de nouveau en dessous de Mars. Pourquoi la Lune, par rapport à Mars, monte et descend comme un ascenseur ? Vu de l'espace, nous pouvons voir que l'orbite de la Lune est légèrement inclinée. La Lune accompagne la Terre en tournant autour d'elle. Si la Lune, au moment de la conjonction, est près du plein des planètes, la conjonction sera serrée. Si la Lune se trouve au-dessus du plein des planètes, elle passera largement au-dessus de Mars et nous verrons la conjonction comme ça. Le soir du 12 décembre 1999, c'est l'alignement parfait. La Lune passe exactement devant Mars. Une occultation de Mars visible en Europe, un événement rare.